Et bien voilà, tout le plaisir est pour moi de vous recevoir chez moi, dans ma modeste habitation où je passe ma vie, pour effectivement qu'on puisse échanger, parler sur, faire une lecture sur notre pays, sur le Congo, parce que c'est une préoccupation, c'est une nécessité. À un moment donné, si on ne réagit pas, on est complice. Voilà la raison pour laquelle j'ai accepté d'accorder encore ce moment pour qu'on puisse effectivement échanger. Je vous en prie, on peut prendre place et puis s'installer. Voilà. La situation que traverse mon pays, si j'ai dit que bien que j'ai toujours été optimiste, que ça va bien, je crois que je me trompe. En tant que citoyen, il y a de quoi à être inquiet parce que l'avenir paraît sombre. C'est le terme que je peux utiliser. L'avenir paraît sombre parce que il n'y a pas de perspective d'avenir. Ceux qui sont censés se soucier effectivement de l'avenir du pays, nous sommes en train de remarquer, finalement, ils sont préoccupés par leur survie à la fois politique et sociale. Ces soucis-là devraient être normalement les soucis pour les pays. Quand on suit les débats, quand on regarde qu'est-ce qui est mis en avant sur la scène politique, il y a de quoi s'inquiéter. Je sais que vous me poserez la question, est-ce que l'inquiétude suffit-elle pour redresser la situation ou il faut une stratégie ou encore s'il faut des actions concrètes? Oui, moi je pense qu'il faut des actions concrètes et je pense qu'il faut simplifier des fois le discours politique. Deux leaders, je dirais même trois, ils l'ont dit. Et nous avons du mal peut-être à matérialiser leur vision. Ils sont même quatre, je pourrais vous les citer différemment. Je commencerai par Lumumba, Patrice Emery, qui a dit que l'histoire du Congo sera réécrite au Congo, sera écrite plutôt au Congo et par les Congolais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? En fait, le message est clair que les Congolais doivent prendre conscience. Il ne faut pas attendre toujours le coup de pouce de l'extérieur ou des autres. Il ne faut pas toujours attendre le soutien des autres. Et cela est possible. Je suis un des témoins qui a, à un certain moment donné, accompagné M. Laurent Désiré Kabila, dont je salue aussi la mémoire, qui, face à un blocage de la communauté internationale, a réuni les intellectuels congolais. Il y a certains qui sont encore en vie, qui pourront en témoigner. La chose s'est passée au cercle, je crois, Mobutu, la Cité Verte, où l'élite s'est réunie et a défini les voies et moyens d'une certaine autonomie. C'était un plan triennal qui devait être
je dirais, appliquée. Et j'étais surpris parce que j'ai participé quand même à ces travaux, de voir l'ingéniosité, la volonté, l'élan, la détermination des Congolais pour leur pays. Et c'est là que j'ai toujours dit que je crois à l'ingéniosité congolaise, je crois aux savants congolais, je crois à l'homme congolais. Un autre leader, c'était Joseph Désiré Mobutu. Joseph Désiré Mobutu vient avec son message « Moto na moto abongisa ». C'est pour dire, peut-être que c'était un message voilé, que la population n'avait pas cerné. Peut-être c'est ça aussi qui a bloqué jusqu'à ces jours l'homme congolais sur finalement l'autre discours qui a suivi, dit par le Maximo Étienne Tshisekedi wa Mulumba, répété par M. Laurent Désiré Kabila, sur l'auto-prise en charge. À un moment donné, ça doit passer dans la tête des Congolais que les grands Congos, ce sont les Congolais. Et pour que le Congo soit Congo, il faut qu'il y ait des Congolais. Pour que le Congo soit fort, les Congolais doivent s'impliquer à tous les échelons. Chacun doit apporter quelque chose. J'étais content à un des gouvernements passés quand j'avais entendu parler de la nouvelle citoyenneté. Je pensais qu'il y aurait un programme de large diffusion pour qu'on puisse éduquer, motiver finalement les Congolais dans l'auto-prise en charge, dans la responsabilité, dans l'implication, dans la participation. Nous avons la chance d'avoir plusieurs réseaux médiatiques. Quand je commence par la télévision nationale, il y a RTNC 1, 2, 3, sans compter les représentations extérieures. Nous avons les animateurs vedettes qui sont hyper et bien suivis. Mais pourquoi pas utiliser cette aura pour pouvoir transmettre non seulement par la parole, mais aussi promouvoir les bonnes actions. Voilà un peu ma réflexion sur l'homme congolais face au discours de politique ou de leaders politiques congolais. Donc, je prends 4 discours, je pourrais en ajouter un. Patrice Emery Lumumba qui demande à ce que l'histoire du Congo soit écrite par les Congolais. Joseph Désiré Mobutu qui dit que moto na moto abongisa epai oyo azali. Étienne Tshisekedi wa Mulumba et M. Laurent Désiré Kabila qui parle de l'auto-prise en charge. Et un grand qu'on ne peut pas louper, Mfumu Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu, qui a prédit que le Congo sera rebâti par ses enfants qui viendront de l'extérieur. Pour moi, je pense qu'il y a des priorités. Déjà, il faut une vision claire dans la gestion de l'État. J'ai l'impression comme si on investit beaucoup sur les activités politiques que
sur les sociétales. Je ne dis pas les sociales, mais les sociétales, c'est-à-dire le quotidien qui, à un moment donné, va rencontrer les sociales. Quand nous regardons les dépenses, l'argent mis pour les actions politiques, tant par les décideurs, les gouvernants, que même par les privés, eh bien, je me pose la question. Ce n'est pas interdit de développer la réflexion politique, mais, comme on dit, un ventre affamé n'a pas d'oreille. Si on doit, les chefs politiques doivent, je donne un exemple comme ça là, louer des parcelles, des villas pour les permanences politiques, et qui sont d'ailleurs éphémères et passagères. Des sommes colossales qui y sont mises étaient investies, par exemple, dans l'agriculture. Je pense que ça serait une bonne chose. Vous savez, il y a ce que moi j'appelle, moi, ou je pense, moi, le mal nécessaire. Je n'entre pas dans ce qu'ils ont été sur leur gestion politique, sur leurs idéologies politiques, mais je vais un peu regarder sur leurs actions concrètes. On a vu le gouvernement Gizenga et la bande de Palou. En tant qu'observateur cette fois-là, je suis quand même surpris de voir leur idéal d'investissement. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas touché ça et là dans la caisse de l'État, et surtout que j'en ai pas non plus de preuves, on en a parlé, ça ne relèvera pas de moi, peut-être de la justice, de les dire. Mais nous les avons vus presque tous investir au pays. Je pars de l'idée, moi, que leur investissement, grand ou petit que cela soit, participe à la fois à l'économie du pays, bénéficie d'une manière ou d'une autre à la population et au pays. Voilà une idée. Quand je vois, vous m'excuserez de citer le président honoraire Joseph Kabila Kabange, je ne sais pas ce qu'il a ou ce qu'il est. Mais quand je vois par exemple son investissement dans l'économie nationale, notamment dans l'agriculture, dans l'élevage, les constructions, je pense qu'il y a de quoi nous faire réfléchir deux fois. Les hommes politiques congolais doivent cesser d'avoir peur du changement ou de fin mandat. Oui, fin mandat parce que à chaque fois mandatés, parce que ce sont des mandataires, ils pensent tout de suite à la sortie. Leur sortie est considérée comme leur mort. C'est-à-dire ils ne savent pas à quel moment, quand, d'où je dois profiter pleinement tous les jours. Ce n'est pas une bonne idée dans la gestion de l'État. Il faut apprendre, il faut avoir les soucis plutôt d'entrer dans l'histoire et de laisser ses marques. C'est plus grand que s'enrichir. L'enrichissement n'est pas mauvais. Mais un enrichissement qui permet aussi la redistribution, c'est une bonne chose. Oui, dans mon interview précédente, j'avais parlé de la remise et reprise. Et j'avais épinglé
les points liés à la prise de fonction. Je vous donnerai un témoignage, un exemple, par respect. Je ne citerai pas le nom ni l'entreprise, mais quelque part au Congo, 2 mandataires se sont battus parce qu'il fallait trouver la source, parce qu'il fallait rencontrer, je dirais, le ruisseau financier. Costume, cravate, devant leurs responsables, ils se sont tenus comme ça. Non. C'est pas ça le Congo que nous voulons. Nous voulons un Congo de l'honneur. Nous voulons un Congo de responsabilité. Nous voulons un Congo de dignité. Oui, ça peut se dire que, Augustin, c'est de l'arrogance, tu te fais donner des leçons aux autres, qu'est-ce que tu fais? Oui, je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ceux qui me connaissent savent que pour le Congo, j'essaye de donner ce que je peux donner. J'essaye de participer comme je peux. Combien de projets conçus par Augustin ont été plagiés? Combien de projets ont été détournés et appliqués, mal appliqués même? Hélas, si ça peut servir les Congolais, ça ne me dérangerait pas. C'est comme ça que je vois les choses. Les mots de la fin, il n'y en aura pas. Nous continuerons toujours à réfléchir, nous continuerons toujours à parler du Grand Congo. Nous continuerons toujours à développer, à cultiver l'amour du prochain, l'amour de sa patrie, l'amour du travail. Ces valeurs-là, nous continuerons à les développer, à les propager, à les diffuser comme on pourrait. Et voilà. Voilà. Le Congo, nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous continuerons à nous battre. Jusqu'à ce que, si ce ne sont pas les hommes, les vivants, les ancêtres nous soutiendront. Même les esprits. Parce qu'au moins eux, ils peuvent voir notre sincérité, notre détermination, notre volonté. C'est en ces mots que je pourrais effectivement finir cet entretien en vous remerciant.